www.maurice-info.mu. La presse, parce que quelque part on a peut-être un combat commun, la presse et l'industrie, c'est de continuer à pouvoir produire des contenus de qualité. Maurice, on vous reçoit dans nos bureaux qui sont à taille humaine. L'industrie mauricienne est à taille humaine. D'ailleurs, on a la chance à l'AMM d'avoir des industriels, et puis particulièrement dans le conseil d'administration, des industriels avec des valeurs très humaines, et puis qui visiblement sont à l'origine d'idées, de projets innovants qu'on va vous partager aujourd'hui. Et le partage est important parce qu'on est plutôt dans un exercice de discussion avec vous, et pas tellement une conférence ou un déjeuner de presse où ce serait très descendant. On est plutôt à la recherche de votre regard sur l'industrie, comment est-ce qu'il peut évoluer par rapport à notre réalité. Et donc un dialogue qu'on voudrait aussi entretenir dans le temps. Et on compte sur vous pour ne pas hésiter, comme vous le faites déjà, à venir vers l'industrie, à poser des questions, à l'interroger sur son avenir. Donc voilà, au final, ça tient toujours à des choses très simples, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui sont convaincus de ce qu'ils font et qui le font dans un esprit collaboratif et d'innovation. Donc c'est aujourd'hui ce qui anime l'AMM. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Catherine. D'ailleurs, je fais une petite présentation des orateurs, entre guillemets. Bruno Dubarry, député CEO de l'AMM. Donc je suis l'adjoint de Catherine Gris, qui est notre CEO. Christopher Arde-Keating, qui prendra la suite, qui est notre président AMM. Et Chirine Gueny, qui a dû s'absenter, qui n'est pas loin, qui dirige le Medi Maurice. Et nous avons aussi nos administrateurs, une bonne partie qui sont là. L'intérêt, c'est aussi que vous puissiez échanger directement avec eux, ici et après, sur l'actualité de l'industrie et de leur industrie en particulier. Sans plus tarder. Peut-être une petite présentation. Et moi, j'aimerais aussi que vous puissiez vous présenter, parce qu'on n'est pas dans un exercice classique descendant, on est dans un dialogue. Donc, on va peut-être commencer par Yanis. Rapidement, ce que tu fais. Alors, Yanis Feder, Managing Director de Labeling Industries, spécialiste dans l'impression ou le packaging, donc le printing. On travaille pour plusieurs industries à Maurice et à l'étranger. Bonjour tout le monde, Jean-Louis Wanto, General Manager de Food Canada Limited. Je pense que vous connaissez tous la marque Sony et Sunbro. Si vous ne connaissez pas, il faut essayer. Bonjour tout le monde, je suis Farhad Samian de Lille Énergie, West Energy Groupe et on est pour l'énergie renouvelable à Limoges. Et l'énergie renouvelable est une ressource gratuite, locale, une matière première fantastique. On continue peut-être le petit tour de table sans notre ami. Didier Hortense, je suis chef de l'édition de l'Université de Marche, notamment sur l'investissement et sur la bourse. Bonjour, je suis Vincent Paulet, créateur de ICT.io, un site internet qui fait la promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des startups dans la région Océan-Indien. Bonjour, je suis Shelby Endia, journaliste au desk économique de l'Express. Bonjour, je suis Michel Marel, directeur commercial à la TNBC. Je partage la privilégiée de Vélifrance. Merci d'être là. Bonjour tout le monde, donc Yannick Tassami, mon équipe de l'administration de l'AMM. Donc moi je suis
General Manager de la société ALES, qui est spécialisée dans l'installation et l'avancement. Et je porte un sujet qui me tient à cœur aussi au sein de l'AMM, qui est la formation orientée pour les acteurs de l'industrie. Nicolas Ramus, donc je suis General Manager numérique unité, parmi je fais partie du groupe Eclosia. On parlait que aujourd'hui, on a beaucoup de marques, c'est faux, non, je vais les énumérer, mais je vous cite quand même quelques marques. Donc Régal, Armstead, Listo, Bonjour, Michael Apaya. Je ne suis pas administrateur de l'AMM, mais je suis chargé de mission énergie, environnement. Donc je travaille beaucoup avec les industriels et les membres pour la performance industrielle, la compétitivité à travers des projets de développement durable. On est dans du concret là. Voilà, donc Catherine Gris, je suis CIO depuis, enfin ça ne s'appelait pas CIO, ça s'appelait Development Officer, parce qu'il y avait, l'AMM n'avait ni bureau, ni équipe, et on était, pendant un temps même, Chirine et moi, on a été nomades, donc on a des bureaux que depuis 2013. Je vous dis ça parce qu'il y a un chemin qui est parcouru, qui est que d'une association uniquement orientée vers un lobby, on est devenu une association porteur d'un projet collectif pour Maurice, qui d'abord était le Made in Maurice. On a aussi été partenaire actif sur un programme d'efficacité énergétique pilote et qui est devenu un programme national, qui est d'ailleurs c'est Michael. Donc deux sujets cruciaux pour l'industrie, les marques et l'énergie. Ce sont ces deux projets qui nous ont donné, je dirais, une crédibilité nationale et qui nous ont donné le courage et l'envie d'aller plus loin. Nous avons fêté nos 20 ans en 2015 et on s'est dit qu'est-ce qu'on doit projeter pour les 20 prochaines années. On était rentré dans la vision 2030 du gouvernement au mois d'août de cette année-là et on s'est dit donc commençons par réfléchir à la vision 2030 de l'industrie avec nos administrateurs. On ne savait pas comment ce chantier allait évoluer. Je vous dis franchement, on travaille beaucoup par intuition et sans trop réfléchir, on se lance, on se dit il y a un chantier, c'est vraiment le 2030 ou le 2040, mais en tout cas le futur. Et on ne peut pas rester nos deux pieds dans les mêmes sabots, il faut bouger. Et donc on a commencé par une enquête auprès de nos membres en mars 2016 sur la vision 2030. On a partagé en assemblée générale. On a commencé à voir les lignes de force, des sujets, leurs enjeux, des menaces et des sujets qui les intéressaient. Et puis, on a travaillé en séminaire avec Bertrand Moinjon, que je salue parce qu'il nous a donné aussi un cadre de notre réflexion stratégique. Bertrand Moinjon a représenté ici HEC au sein indien. Donc, on avait la chance d'avoir un ex-directeur général adjoint de HEC présent ici pendant 2 ans, qui nous a permis de réfléchir, de travailler. Et donc, on est allé un peu plus au fond de qui on était, de nos valeurs. Et si vous voulez, je le dis parce que pour faire de l'industrie, il faut de la passion. Dans un pays, une île, sans matière première, loin de tout, il faut de la passion. Ce n'est pas un métier qu'on fait comme un business as usual. Et en dehors de la passion, je crois qu'il y a aussi des valeurs. Si on est dans la maison du Made in Maurice, c'est que on est profondément ancré dans notre territoire. Et donc, ce qu'on n'a pas affiché sur le mur, et que voilà, c'est donc notre vision, ça reste, l'industrie reste un pilier incontournable du développement économique de Maurice. Quand je suis arrivée dans cette fonction, j'entendais partout Sunset Industry, fini, mort, caput, oublié. Et dans les ministères, même se charger de défendre l'industrie, c'était fini, c'était le champ du cygne et on allait vers un avenir radieux avec les services. Bon, je caricature un peu, c'est un sujet qui est very touchy for me, mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui l'industrie c'est quand même 17,5% du PEB, ça reste l'industrie locale, plus je dirais, si on rajoute l'export et l'électricité et l'eau, on est à 17%. Et pour nous, notre vision 2030, ça reste l'industrie pilier du développement économique et social de Maurice.
Et puis, notre mission, on avait une mission qui était de promouvoir l'industrie. On est passé à accompagner la transformation de l'industrie. Et c'est là où le business model même de l'AMM change, parce qu'il faut accompagner la transformation. Et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui. On veut partager avec vous comment on veut, en transformant l'AMM elle-même, aider les industriels et accompagner l'industrie à se transformer. Donc, moi, je suis Christopher, architecte, donc mauricien avant d'être industriel, et industriel avant d'être président de l'AMM. Et je rejoins Catherine et Bruno. Au fait, l'idée d'être là aujourd'hui, c'est vraiment de partager. En venant ici ce matin, je me suis dit, on fait une conférence de presse. Et finalement, je me suis dit, en fait, la conférence de presse, vous êtes des spécialistes de l'économie, vous êtes dans le domaine depuis 15 ans, 20 ans, d'autres sont un peu plus jeunes, donc il y a des idées nouvelles qui sont là. Et plutôt que de rester dans la posture de se dire, voilà ce qu'on va faire, ou qu'est-ce que vous pensez d'eux, on est totalement ouvert et on pense que vous, en tant qu'acteur de l'économie, vous avez un rôle à jouer sur partager aussi avec nous votre vision pour l'île Maurice, parce qu'on est tous autour de la table convaincus que l'île Maurice a besoin de se développer et doit exister en tant qu'industriel. Pour la petite histoire, la société pour laquelle je suis CEO, c'est des gaz industriels. Et notre mission, c'est de faire vivre et grandir nos clients. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec le rôle que j'ai au sein de l'AMM, c'est de faire vivre et grandir l'industrie. Donc d'être industriel, c'est vraiment d'avoir une vision. On ne peut pas être industriel et espérer avoir les retours sur l'investissement à court terme, c'est pas possible. C'est vraiment un acte de foi et c'est vraiment d'être industriel, c'est du mauricianisme. On est convaincu que l'industrie doit exister, et l'industrie au sens large. On ne pense pas qu'il y a lieu d'opposer industrie import, industrie export. L'industrie est un métier en soi et elle va grandir d'autant plus facilement qu'elle représente une certaine taille. J'ai une petite image qui me plaît, c'est celle du feu dans une cheminée. Et la cheminée, pour nous, l'industrie locale, c'est vraiment le foyer. Sans foyer, pas de feu. Et la cheminée, vraiment, il faut qu'on vise à vouloir exploiter. Et la cheminée a pour vocation à hisser vers le haut le feu, mais il n'y a pas de feu avec qu'une cheminée. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre tout ça ensemble. Au sein de l'AMM, on a une équipe, une petite équipe dynamique. On a un comité qui est très dynamique. Et on souhaite, vous avez derrière vous des axes principaux qu'on pense être importants pour le développement de notre industrie, mais je vais les citer, mais pour porter ces axes, on pense, et c'est un peu le nouveau de notre démarche, qu'il faut qu'on soit plus nombreux, qu'il faut qu'on soit plus collaboratif, et qu'on arrive, vraiment le pari qu'on souhaite entreprendre sur les 3 prochaines années, c'est de faire en sorte que nos membres, déjà, au sein de nous-mêmes, soient encore plus actifs. Et d'être actif, ça veut dire d'aller vers eux, d'être à leur écoute, et de le mettre dans le picture. Et ce n'est pas de s'arrêter simplement à nous membres, c'est d'aller aussi vers la société civile, et aussi vous, experts de l'économie. Donc il faut qu'on arrive à un challenge, c'est d'avoir vraiment un modèle collaboratif, parce que de porter un projet, avoir une idée est compliqué, mais porter une idée, la faire se réaliser, pour nous, c'est vraiment là le challenge et on va réussir si tout le monde autour de la table et en tant qu'industriel, il faut être partie intégrante d'un projet. Au sein de l'entreprise, c'est impossible de faire des managers appliquer quelque chose s'ils n'ont pas participé à la définition de quelque chose. Pas besoin d'être un savant pour se dire que c'est la même chose au niveau de l'industrie. Et le gouvernement, quand vous aurez des questions, fait partie intégrante, bien entendu. On ne va pas réussir si on ne travaille pas ensemble. On a des défis devant nous, on est une petite île, on a des challenges importants, on s'est ouvert complètement. Bon par bon, il faut savoir se poser des questions, même si ça peut paraître faire mal, même si ça peut heurter les esprits. Et on est petit, donc en étant soudés, on a beaucoup plus de chances, selon nous, de réussir. Donc on a pour ambition, on pense que le Made in Maurice pour nous est une belle réalisation. Il faut continuer à faire grandir. Ce n'est plus un bébé, on dit que c'est une adolescente, il faut la faire devenir une belle dame.
Ok, je pense qu'on a touché le cœur des Mauriciens et il faut qu'on continue à toucher le cœur et aussi peut-être un peu plus le porte-monnaie. On a pour vocation d'être plus performant dans notre networking, et c'est ce que je disais avant, d'être vraiment la notion de collaboration. Il y a des outils qui existent, qu'il faut qu'on prenne en bras le corps, des outils informatiques puissants. Et en dehors des outils informatiques, on pense que la relation humaine ne peut pas être négligée et on pense que c'est vraiment avec du cœur qu'on va réussir le challenge. C'est pas qu'avec une vision intellectuelle. On pense à l'internationalisation comme un axe. Ça veut dire exploiter pour ce qu'ils veulent le produit et exploiter aussi le savoir-faire. Encore une fois, si on prend l'exemple du foot, on gagne peut-être un match en marquant plus de buts que l'adversaire en faisant que de l'attaque, et a priori on est plus dans un championnat, voire plusieurs championnats, et les championnats on les gagne en étant fort sur notre territoire. Il ne faut pas penser qu'une petite PME locale, si elle arrive à peine à survivre sur le territoire mauricien, qu'elle n'arrive pas à appréhender les réalités locales, qu'elle va soudainement réussir à Madagascar à exploser. Donc on a vraiment le challenge à faire mieux ici pour pouvoir rayonner ailleurs, et c'est un projet qui sur lesquels l'ensemble du projet va travailler ensemble pour définir les paramètres du projet, les périmètres du projet et de les porter ensemble. L'innovation est un élément phare aussi. On a un projet sur lequel on travaille qui est à géométrie variable et qui va sensiblement éventuellement démarrer, on espère, par une formation avec un partenariat avec HEC et on espère avec le CEATEC, parce qu'il faut innover. Si on souhaite devenir un pays à haut revenu, il faut qu'on vise l'excellence. C'est pas en visant la masse. On n'a pas la taille critique ici pour viser la masse. On a une diversité intellectuelle industrielle plus large. Et je ne pense pas que notre salut va passer par se spécialiser à faire un monoproduit pour pouvoir faire de la masse. La formation, notre capital, on a beaucoup de capital ici dans cette salle. Notre capital à l'innover, c'est le capital humain. Donc il est clair que la formation est un de nos projets phares. Et la stratégie industrielle. Donc, je vais passer maintenant la parole à Bruno, mais vraiment, nous, on a vraiment envie et on est convaincus que l'industrie a sa place à l'échelon 2030 et même après. Donc, on va travailler ensemble, avec le cœur, avec l'esprit, et on compte sur vous pour nous aider. Du Made in Maurice depuis 2012. Donc, pour rappel, on a parlé d'innovation, de développement de l'industrie, de stratégie industrielle. Et en effet, le label Made in Maurice est une solution justement pour accompagner les entreprises dans ce développement industriel. Ça fait donc 4 ans maintenant que le label existe. Très content cette année d'avoir eu la reconnaissance pour une deuxième fois du gouvernement. Le gouvernement a voulu donc sponsoriser à partir de cette année les PME à hauteur de 5 000 roupies par entreprise pour rejoindre le Made in Maurice. Donc pour nous, c'est une vraie reconnaissance, c'est un pilier additionnel qui vient renforcer la crédibilité du label. Un label qu'on veut donc inclusif et qui regroupe aujourd'hui plus de 70 entreprises, PME incluses. Ça représente donc 250 marques et 2500 produits. Donc aujourd'hui, la vision stratégique du label, il a commencé jour 1, mais il se poursuit au travers des années. Et on est devenu, donc le label Made in Maurice est devenu un vrai partenaire stratégique par rapport aux institutions qui nous entourent. Et c'est quelque chose qu'on voulait, qu'on rêvait ensemble en tout cas, parce qu'on pense vraiment qu'un écosystème, ça se construit ensemble. On a parlé beaucoup de collectif, et le Made in Maurice, c'est un vrai reflet d'un état d'esprit et d'un mindset du travail collectif. Donc un label qui se veut pour l'inclusion justement des PME, des TPE. Cette année encore, plusieurs activités à notre programme. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect cosmétique que pourrait donner ce label, à travers ses campagnes de communication, ses plateformes de communication, il y a une vraie stratégie, une vraie réflexion derrière tout ce qu'on initie pour tout simplement représenter le besoin et la demande des entreprises qui sont parmi nous. Cette demande, elle est aussi, elle va se concrétiser à travers
une grande fête du Made in Maurice que l'on prévoit pour l'année prochaine, au mois de mars l'année prochaine. Donc pour répondre à l'appel du gouvernement par rapport à l'armée dans la main, on arrive avec un projet clé en main, donc dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance, et on veut donc regrouper sous un même toit au SVICC les 70 entreprises Made in Maurice pour montrer justement le collectif, la force, l'ancrage de cette marque-là, son histoire aussi, parce que plusieurs entreprises sont là depuis plus de 20, 30, 40, 50, 60 ans. L'histoire de la marque, le patrimoine culturel justement que représentent toutes ces marques au sein de notre environnement, et donc montrer aussi tous les points et les piliers qui sont importants pour nous sur l'expertise, les savoir-faire, les emplois, et que tous ces piliers donc, soient retrouvés et regroupés au sein d'une fête Made in Maurice, qui serait une belle occasion pour nous en tout cas de rejoice together et de montrer justement cette envie d'aller, encore une fois, on va parler des 50 dernières années, mais c'est surtout pour montrer au grand public que les 50 prochaines années seront à la fois intéressantes, passionnantes et challenging. Il y sera question d'innovation, il y sera question de new skills qu'il va falloir avoir justement pour cette industrie en transformation. Donc on a très hâte à ce moment. On a aussi le grand jeu que vous connaissez, on avait fait le lancement l'année dernière de l'édition 1. Ça a été un grand succès, donc on revient cette année avec une formule revisitée et bonifiée. Donc au mois d'octobre, on sera à la télé. Je salue M. Narine ici. Donc avec grand plaisir, encore une fois, on fera le reflet donc, de toutes les marques qui sont au sein du Made in Maurice. Donc par rapport à l'annonce du gouvernement de sponsoriser à hauteur de 5 000 roupies les PME, je profite du grand rassemblement journalistique et médiatique aujourd'hui pour faire un appel à tous, donc toutes les PME et TPE qui souhaiteraient nous rejoindre. Nous n'attendons que ça. Et d'ailleurs, dans la même veine, on développe ces jours-ci, on travaille justement avec différents partenaires, dont la NPCC, pour voir comment justement rassembler le plus de PME autour du label Made in Maurice. Voilà, pour ne citer que. On a aussi un projet export qu'on a lancé cette année. Là encore, on y va petit pas à la fois. On teste, on est une vraie start-up, dans un mode de start-up. On ne se lance pas du jour au lendemain, mais on étudie le marché. On a commencé par faire un projet pilote avec ELU, histoire d'éviter de prendre un avion pour aller en Afrique. On est allé à Beauplan, rencontrer 35 nationalités différentes pour avoir un premier aperçu de ce qu'ils pensaient des produits labellisés Made in Maurice. On en est revenu avec beaucoup d'insights qui vont nous permettre donc d'accumuler du insight et du savoir, en tout cas sur un projet pilote qu'on veut fort et en développement pour 2018. Donc voilà, merci. Je pourrais parler pendant très longtemps, mais Peut-être vous faire une courte présentation de la transformation de l'AMM. Je dis courte parce que l'intérêt c'est aussi l'interaction, donc on voudrait quand même vous laisser le temps de questions et d'y répondre. Donc c'est une bonne transition juste après Chirine, parce que le Made in Maurice a inspiré finalement l'AMM à voir plus loin dans les services qu'elle pouvait apporter aux industriels, et sur le même mode, c'est-à-dire collectif, innovant, apporter là où il y a des besoins satisfaits, là où des organisations privées n'ont pas vocation à le faire, répondre aux besoins des industriels. Et donc, pendant un an, il y a eu un travail sur l'offre de l'AMM. On vous présentait tout à l'heure les grands axes. Christopher l'a fait. Donc nous, on est arrivé avec une offre. Et on est venu aussi avec... on a pris conscience du fait qu'on ne pouvait pas non plus simplement poser un plan comme ça d'action sur une table et espérer que l'ensemble des acteurs se disent « allons-y », c'est quand bien même ce serait inspirant et bien réfléchi, mais on est plutôt dans la dynamique de dire on a un conseil d'administration qui est très mobilisé, 11 administrateurs, on a quand même 70 membres au-delà de ça, donc comment est-ce qu'on arrive aussi à impliquer l'ensemble de ces membres là-dedans? Donc on a eu un travail qui a consisté en quelques phases que je vous présente rapidement.
C'est-à-dire qu'on a eu pendant la première quinzaine de juin des questionnements au niveau de l'équipe en se disant bon, comment on arrive à mobiliser un réseau qui n'a pas l'habitude de se mobiliser. Donc ça déjà c'est une problématique quand on part d'une habitude qui n'est pas tellement de se réunir, au moins une fois ou deux l'an, à quelque chose qui est plus dans la dynamique d'une plateforme collaborative qui fonctionne à partir de projets avec des partenariats systématiques publics-privés et des stratégies de communication ad hoc et des financements ad hoc. Donc, quand je disais le Made in Maurice était venu crédibiliser l'AMM sur ce mode de fonctionnement, c'est que c'est vrai. Et donc à partir de là, comment est-ce qu'on arrive à totalement transformer l'AMM et pas juste créer des pôles d'activité comme le Made in Maurice. Donc ça implique effectivement déjà une autre manière de penser qu'on a déjà nous en interne avec l'équipe, c'est ça qui est intéressant. On a toujours tendance à challenger, à se questionner sur est-ce qu'on a choisi le bon thème, est-ce qu'on l'aborde de la même manière, est-ce que nos membres, nos utilisateurs vont s'en saisir. Donc le fait d'avoir ce questionnement permanent est la condition première quand on veut transformer une organisation, parce que finalement on peut toujours avoir un plan d'action, mais il faut le comprendre comme étant non figé. C'est quelque chose de vivant, c'est une organisation, une association, c'est des individus, donc il faut qu'ils s'y retrouvent, il faut que en faisant un aller-retour incessant entre la stratégie industrielle qu'on veut construire et les actions qu'on mène sur le terrain, se rendre compte que l'un influe l'autre. Et chacun doit pouvoir y trouver sa place. Donc, dans cet esprit-là, on a mobilisé nos administrateurs pour se questionner sur la meilleure manière de mobiliser le réseau. Voilà. Donc, en 2 séances, on aboutit à des remises en perspective. Et en fait, on en arrive à se dire que... Ouais, merci. Et on en arrive à planifier ça dans le temps. Là, aujourd'hui, on peut vous dire qu'on est à la phase, si je ne me trompe pas, 4, qui est d'aller sur le terrain au contact des membres avec non seulement une offre existante, mais surtout collecter leurs attentes en termes d'industriels et voir de quelle manière ils pourraient trouver leur place dans cette offre. Parce qu'on a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets possibles, on est une équipe limitée, donc on est obligé de déterminer des priorités et on va les déterminer avec notre réseau et nos partenaires. Et se donner un plan d'action à 3 ans, ça veut dire déjà pendant 1 an, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà la démarche qu'on voulait vous présenter assez rapidement. Là, j'ai juste résumé 4 mots-clés qui sont évalués, design, implanté et optimisé, c'est-à-dire qu'on s'inspire beaucoup du design thinking qui est surtout un mode de pensée plus qu'une méthode en termes d'outils et qui consiste à sans cesse se re-questionner sur ce qu'on fait. C'est une bonne école, c'est peut-être inconfortable, mais c'est ce qui nous assure de chaque fois être au plus proche de la réalité et puis de toucher, d'entrer dans le vif du sujet. Et comme je disais, on a des contraintes qui sont aussi petite équipe, budget, donc on ne peut pas non plus se disperser entre guillemets sur beaucoup d'actions. Et c'est pour ça qu'on est aussi beaucoup dans le collaboratif, systématiquement en partenariat avec des organisations publiques, privées. On n'est pas toujours à l'initiative de projets, on vient aussi soutenir des projets, mais l'idée c'est de fonctionner en équipe. Donc d'où ce slogan, d'où ce cri de ralliement qu'on a voulu choisir pour la mobilisation, Team Up for Industry, qui est un appel qu'on adresse à la fois aux membres, aux partenaires, publics, privés, et aussi à la société civile. Ça c'est un aspect nouveau. L'AMM n'a jamais été en fait une organisation, comme le disait Catherine, très portée sur le lobbying, avec un intense travail dans ce domaine. Donc il serait illusoire de vouloir rattraper aussi 22 ans très rapidement. Et quand on voit que les besoins sont ailleurs, d'ailleurs, ça tombe bien. En revanche, on s'est rendu compte qu'à travers nos projets, dans le Made in Maurice, on avait une capacité d'influence. Donc aujourd'hui, au bout de 4 ans, on voit qu'il y a beaucoup de services de l'État qui viennent vers l'AMM, vers le Made in Maurice et qui questionnent le mode de fonctionnement, le cahier des charges, les critères, pour améliorer peut-être des pratiques, des outils qui sont mis en place de leur côté, mais qui peuvent manquer d'interaction avec le secteur privé. On pourra peut-être vous donner un petit peu plus d'éléments dessus prochainement. Donc je vais peut-être éviter d'entrer trop dans le détail, mais c'était surtout pour donner un aperçu
sur le fait que c'est une démarche structurée, ou plutôt une démarche structurante, c'est-à-dire que, voilà, structurante. Elle n'est pas tellement figée, avec un plan, avec un rôle, avec un calendrier très figé, mais on se donne le temps, en fonction de ce qu'on récolte sur le terrain aussi, de nos membres, le temps et la possibilité de faire évoluer les contenus. Donc c'est aussi un plan de mobilisation jusqu'à la fin de l'année. Arrivé à novembre, une fois qu'on aura vu tout le réseau et les partenaires, l'objectif sera, à travers une demi-journée, de faire un atelier avec ces grandes thématiques collaboratifs où on invite et nos membres et leurs collaborateurs à venir pour coproduire notre plan d'action sur 3 ans, c'est-à-dire avoir des priorités d'action déjà sur une année, et puis l'année suivante, et l'année d'après, et chaque fois revenir chaque année en disant ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on améliore. Et donc ça pose une question, et c'est le deuxième chantier qu'on fera avec eux, c'est construire une stratégie de partenariat, parce que on peut très bien avoir de grandes ambitions, mais si on compte transformer l'industrie dans notre coin, ça risque d'échouer. Donc c'est aussi avec nos partenaires historiques et de nouveaux partenariats à construire qu'on compte effectivement aboutir au succès. Et le troisième élément, c'est comment est-ce qu'on communique autrement. Parce que une organisation qui ne va pas réunir chaque semaine ses membres doit se poser la question de, voilà par exemple, merci Yannick, doit se poser la question de sa manière de communiquer. Aujourd'hui, les gens consomment l'information de manière diverse et variée, beaucoup sur leur téléphone, très peu de temps, donc il faut aller vite au sujet. Donc notre objectif, ça a été déjà le minimum d'être présent sur les plateformes de réseaux sociaux existantes, d'avoir un blog qui sert de lieu d'information sur la démarche, qui raconte l'histoire de la démarche, d'avoir des campagnes mailing hebdomadaires vers nos membres pour leur dire voilà ce qui s'est passé cette semaine, voilà ce que pense tel membre, on l'intègre dans notre programme et puis on en discute en novembre. Donc on anime, et vous-même vous êtes partie prenante de cette mobilisation, parce que vous allez donner à voir à travers vos supports ce qu'il en est, et c'est toujours motivant quand on voit qu'une organisation s'engage publiquement sur des objectifs. Donc voilà, c'était pour vous donner un aperçu de cette dynamique. Donc en novembre, des ateliers de coproduction de la nouvelle AMM, où on arrivera avec une offre proposée, et sur chaque thématique, l'ensemble des membres pourront donner leurs idées, et de là on pourra définir des priorités, et se dire, ben voilà, cette année on travaille sur telle thématique, on a les budgets pour, on a l'équipe pour, et rendez-vous dans un an. C'est aussi un mode de fonctionnement, on revient là au budget national de cette année, qui se veut mise en pratique des propositions qu'on fait au gouvernement. Quand on demandait, premièrement, un Sustainable Local Procurement, c'est-à-dire des pratiques d'achat privé, public, qui soient durables et qui permettent dans le temps de construire des bonnes pratiques d'affaires sur notre marché domestique, c'est aussi, nous, industriels, qu'est-ce qu'on amène comme élément pour rendre ça tangible. Donc, déjà, d'une part, c'est réaliser une étude sur le potentiel à développer ce volet, c'est réaliser des expérimentations, et c'est là où on veut travailler avec nos partenaires, sur qu'est-ce que peut avoir comme bénéfice social, économique, le fait de consommer davantage localement dans ces chaînes d'approvisionnement, et d'avoir un acteur entre les deux qui évalue avec des critères très précis, parce que c'est son expertise. Donc systématiquement, sur tous nos enjeux de stratégie industrielle, on va avoir cette démarche étude, expérimentation, contrebalancer toujours avec des faits, des chiffres, et être capable de diffuser après quand ça marche. Voilà, je voulais vous résumer tout ça un peu rapidement, peut-être trop, mais on a le temps de discussion et de questions maintenant, donc ça nous permettra sûrement de préciser. On a nos administrateurs aussi qui sont là, et je pense qu'ils vivent ça aussi depuis quelques semaines, donc ils ont de quoi dire. Je voulais juste souligner que je crois qu'on rentre dans une ère où les organisations pyramidales ne peuvent plus. Votre métier a évolué considérablement à travers la technologie, et tout ça est rendu possible. On peut faire du collaboratif en n'étant pas ensemble présents à la même pièce, mais en utilisant tous ces outils. Rien ne remplace la relation humaine, c'est pour ça qu'on va dans les entreprises, on va les voir, on les écoute, c'est pour ça qu'on se rassemble de temps en temps. Mais ces outils sont une puissance extraordinaire. On l'a testé entre nous, on a un groupe WhatsApp avec les administrateurs,
dès que quelqu'un a une information, ou recherche une information, ou partage un article, on l'a testé maintenant depuis à peu près 1 an. On va quelque part, on fait une petite photo, on dit on est là pour telle ou telle raison. Voilà, donc, on l'a testé entre nous, c'est d'une très grande puissance pour créer un esprit d'équipe et un esprit où tout le monde est aligné et tout le monde a l'information en même temps. Donc on est très confiant au fait qu'on ne fait que suivre le trend. Hein. On n'a rien inventé, mais c'est vrai que je crois qu'on ne peut plus faire notre métier. On est une association par essence, on est dans le partage et dans le collaboratif. Aujourd'hui, ces outils-là, et puis aussi la méthode qu'on a adoptée, nous permettront, je pense, nous rendre compte de l'intelligence collective, qui est plus que la somme des intelligences individuelles. C'est vraiment ça qu'on veut mobiliser. Question? Voilà. Question, partage. Hein. Partage. Enfin, je voudrais poser s'il vous plaît, je voudrais poser 2 questions. Et votre organisme se trouve à un jet de pierre d'une université, n'est-ce pas, c'est Charles-Leclerc, et il y a beaucoup de jeunes qui, diplôme en poche, se retrouvent sur le marché du travail et sur les chiffres officiels. Il y a à peu près 10 000 diplômés qui sont dans la recherche d'un emploi. Et comment est-ce que votre organisme, quelle est la stratégie que vous avez derrière pour absorber une partie de ces jeunes à la recherche, oui, avec une qualification bien sûr, à la recherche d'un emploi? Parce qu'il se trouve que votre organisme, la plupart des PME qui se trouvent au sein de votre organisme, ce sont des entreprises familiales, beaucoup. Et le recrutement, c'est souvent, et ça se fait de cousins, cousines, père, fils, etc. Ça part comme ça. Et qu'est-ce que vous proposez de nouveau, c'est-à-dire pour le marché du travail? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je vais vous demander, c'est que le Made in Italy, c'est beaucoup plus les PME. Hein, c'est-à-dire l'Italie est l'un des plus grands PME en Europe. L'Italie, bon, on ne va pas parler de la Chine, et ils arrivent à exporter chaussures, enfin, on peut les nommer, ils sont très compétitifs. Et pourquoi est-ce que nous existons depuis 50 ans, nous produisons, je vais vous citer 2 exemples banals, nous produisons du poulet qui a des normes HACCP, ISO 9000, ISO 2014, vous allez me corriger, etc. Nous n'arrivons pas, je dis bien l'exportation de masse, je ne dis pas les exportations de quelques kilos, etc. Nous n'arrivons pas à inonder le marché. Nous avons la technologie, nous avons le savoir-faire, nous n'arrivons pas à inonder le marché régional. Je ne parle pas de l'Afrique. Au niveau de l'agriculture, il y a eu la semaine dernière ou la semaine d'avant un grand baron sucrier qui a dit qu'à canne à sucre, il faut commencer à oublier. Est-ce que dans cette logique, ce ne serait pas une bonne chose que nous puissions exporter des produits, je dis des plantes d'appartement, des anthuriums dans les pays du Golfe? Ils achètent à peu près, les chiffres que j'ai vus, ils achètent pour plusieurs milliards de dollars de produits d'appartement des pays comme Taïwan, etc. Ce sont 2 questions que je voudrais avoir un peu un éclairage là-dessus. Merci. Déjà peut-être pour la formation. Je peux peut-être dire quelque chose dessus. Je pense que, donc d'abord merci pour poser des questions. Et en tout cas, dans notre démarche collaborative, on reçoit ces questions de manière challenging et positive. Et on fait un appel, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais à demain, pour que, ensemble, on ait aussi des propositions. Parce que j'imagine que vous êtes quelqu'un de longue expérience et c'est bien de se poser des questions. C'est bien aussi de proposer, comme vous avez fait pour les plantes d'appartement. Je crois que c'est une belle idée. Je crois qu'on a tous la possibilité de se dire qu'est-ce qu'on fait et aussi d'avancer des idées.
au niveau de la formation, je vais passer le relais à Yannick, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses PME. J'ai juste noté votre propos qui dit qu'on emploie surtout des cousins et de la famille. Okay. Je pense qu'il y avait quand même une belle évolution à ce niveau-là. Et je pense qu'à Charles-Telfer, à côté, il y a beaucoup de cousins aussi dont les parents ont un business. Et on voit, au fait, dans les entreprises qui grandissent, il y a la génération initiale qui a permis de 7, et le cousin ou le fils ou le neveu. Je ne crois pas qu'il y ait de complexe. Il faut que les choses soient transparentes, mais il ne faut pas de complexe à avoir non plus que le fils du boutiquier. Alors, pour l'exemple de Super U, je ne crois pas qu'il y ait de complexe à avoir que Pascal Tin ait permis de grandir Super U et qu'il aurait fallu que ce soit quelqu'un d'autre que Pascal Tin. Donc, je crois que dans ces étudiants, vous avez peut-être un neveu, vous avez peut-être un fils, moi j'ai peut-être un neveu, et s'il travaille avec moi et qui fait bien et qui se développe, et qui fait grandir le business et les emplois, je crois que c'est positif, mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait aussi la possibilité aux meilleurs de pouvoir s'exprimer. Donc on est aligné dessus. Je passe la parole à Yannick pour... Merci Christophe. Donc pour reprendre un peu, moi, je reprends votre exemple, Charles-Telfer est juste à côté, et qu'est-ce qu'on fait pour travailler en collaboration avec eux? Donc on initie un programme qui s'appelle le Work Integrated Project avec Charles-Telfer Institute, c'est-à-dire au sein de nos industries, nos 85 membres ou plus, et notre réseau, on arrive à intégrer des étudiants et construire un projet. On ne parle pas de stage en entreprise, on parle de projet en entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on initie avec le Charles-Telfer Institute, c'est-à-dire on met à disposition notre réseau, on aide à créer ces projets. Donc maintenant, d'une vision un peu plus générale, notre mission aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, il y a plus de 10 000 étudiants, anciens étudiants, diplômés qui recherchent activement un travail dans l'industrie ou dans d'autres secteurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'industrie mauricienne l'industrie manufacturière mauricienne emploie une diversité extraordinaire de différents métiers. Et là, on est capable de recruter des comptables, des marketeurs, des ingénieurs, etc. Donc on reste quand même un pilier assez intéressant pour venir accueillir des jeunes diplômés. Maintenant, je pense que vous avez souvent entendu parler des industriels le dire, des responsables de l'association, parler de quelque chose qui s'appelle le mismatching, de ce que les industriels recherchent chez eux en termes de compétences et ce qui est, on va dire, available sur le marché actuellement. Donc nous, ce qu'on essaie de faire dans le comité de formation, c'est d'identifier déjà ce besoin de compétences auprès des industriels. Donc on a rencontré des industriels, des fournisseurs aussi de formation pour venir avec eux faire de l'ingénierie de formation pour pallier à ce manque. C'est un gros projet. Ça demande beaucoup de données. Ça demande surtout de comprendre, on va dire, la source de ce mismatch. C'est-à-dire, ça ne va pas sortir d'une idée comme ça, d'une personne qui se dit, bah voilà, on fait une formation, on le structure. Là, aujourd'hui, on est en train de créer, on est en train de faire cette rencontre d'industriels et de formateurs. On a rencontré avec Bruno, avec Catherine, plusieurs instituts de formation qui déjà étaient très contents de nous voir et qui nous disaient ouais, c'est vrai qu'on ne rencontre pas souvent les gens de l'industrie pour venir apporter aussi, on va dire, l'image qu'on a de l'autre côté de cette barrière. C'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Pour le mismatching, c'est pas difficile d'intégrer quelqu'un qui a fait l'université, qui a fait un master. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait. Et l'ancien directeur des Mauritius, M. Benpilou, il a dirigé deux grosses boîtes, Mauritius et Mauritius Télécom. Vous savez qu'est-ce qu'il avait comme diplôme? Il a fait des études, il a un master en agriculture à Baton Rouge. Je vous donne un deuxième exemple. Le grand patron de la State Bank à l'époque, M. Reddy, il était le chairman de la State Bank. Il avait une formation d'agronome. Si on avait appliqué le mismatching, il n'aurait jamais été à la tête de la SVM et M. Billet n'aurait jamais été à la tête des Mauritius. Il y a aussi, il faut prendre aussi en considération le réflexe, le flair
la logique de l'étudiant qui sort fraîchement de l'université. Parce que si on se cantonne sur certaines spécificités, c'est-à-dire qu'il faut absolument vous allez faire du nucléaire, il faut absolument qu'il aille faire des études en nucléaire en Corée. C'est un peu difficile. Enfin, je vous dis ça, c'est un exemple extrême. Mais il y a des gens qui ont des facultés assez intéressantes. Je vous donne 2 exemples, mais il y en a plusieurs. Parce que sinon, c'est bête d'avoir mis sur pied des universités et on produit beaucoup de diplômés qui ont des distinctions, des cérémonies, etc. avec les ministres. Et puis, on dit écoutez, messieurs, non, on ne peut pas. C'est difficile là. Enfin, si vous voulez juste me permettre de vous répondre en prenant l'exemple de l'Italie, qui est un exemple de réussite. Surtout au niveau du textile d'habillement. D'abord, ça a été une transformation au niveau de l'industrie italienne qui s'est faite sur plusieurs années, sur 15-20 ans. Ils étaient dans le mass production, comme à Maurice, dans le passé, et ils ont su au bon moment venir diversifier. Mais diversifier, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme on l'a dit, et c'est aussi l'involvement de tous les stakeholders. Donc c'est important que ce soit les entrepreneurs, les industriels, les universités, le gouvernement, il faut qu'on ait une stratégie commune pour pousser dans la même direction. Sinon, on restera toujours détaché avec l'académia qui va toujours pousser pour un certain focus, une certaine formation. Les industriels qui vont se cantonner à rester de leur côté en parlant de leurs problèmes de mismatching. Donc je crois que c'est pas une question aussi simple que ça. Il faut vraiment réfléchir, mais en mettant tout le monde, tous les stakeholders involved. Et ça ne veut pas dire justement les gens qui ont réussi avec des diplômes hauts, là où ils sont intervenus brillamment, comme M. Reddy ou autres. Écoute, tout le monde quelque part a un peu un peps, un peu un flair qu'on reconnaît chez les jeunes et chez les industriels. Je crois que c'est pas ça la question. La question, c'est vraiment d'avoir une stratégie en commune, mais que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on pousse dans une direction. Le plan du gouvernement sur 2030 était intéressant. Maintenant, il faut vraiment aller de l'avant et que tout le monde travaille dans une direction. Je vous dis, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Par exemple, au niveau de la main-d'œuvre étrangère, est-ce que vous êtes pour la main-d'œuvre étrangère? Je pense que c'est important parce qu'il va complémenter le besoin de l'industrie. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Je crois qu'aujourd'hui, je vois votre prochaine question, c'est qu'il y a des jeunes chômeurs aujourd'hui qui sont available sur le marché, qui ont une certaine formation, mais qui ne sont pas forcément intéressés à travailler dans le secteur manufacturier. Donc, oui, c'est ça. C'est le problème, c'est de trouver cet équilibre. Donc, aujourd'hui, on a une main-d'œuvre vieillissante au niveau du secteur manufacturier. Il faut arriver à trouver la juste solution. Donc, si on arrive à trouver la solution en prenant les jeunes, en les intégrant dans le secteur manufacturier, c'est facile à dire, mais il faut qu'ils soient aussi volontaires de rentrer dans le secteur manufacturier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ont tendance à plus se focaliser sur les secteurs financiers ou de services. Et donc, moi, je suis le côté manufacturier, mais c'est une industrie qui est extrêmement dynamique, où il y a des métiers extrêmement intéressants, à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire, bien souvent, on a tendance à cantonner le secteur manufacturier sur des machines, du travail dur, etc. Donc, le travail est difficile dans toutes les industries. Mais il y a des métiers hyper intéressants. Il y a des cas parallèles au niveau du marketing, au niveau du design, au niveau du merchandising. C'est pas que la production pure et simple. Donc, mais il faut quelque part que les jeunes aussi soient willing de venir travailler dans le secteur manufacturier. C'est ce que j'allais rajouter, en termes au-delà de la question de mismatching, c'est vraiment l'intérêt tout court pour l'industrie. Catherine, tu l'as dit au début de la rencontre, il faut de la passion, il faut de l'intérêt d'abord et avant tout pour le secteur industriel. Et c'est vrai que les jeunes, peut-être, c'est un secteur où justement il va falloir redorer le blason, en tout cas de l'industrie, et justement vous êtes là pour nous aider à y arriver. Si on parle de transformation aujourd'hui, c'est aussi pour ça, c'est justement pour pouvoir attirer des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, pour leur dire qu'aujourd'hui on arrive aussi à une croisée des chemins. C'est vrai qu'on a des entreprises pour la plupart qui sont familiales, mais on arrive aussi à cette croisée des chemins où il y a eu une génération, 2 générations, et la troisième, il va falloir justement ouvrir les portes à d'autres qui viennent
transformer l'entreprise à nouveau, et cette transformation-là peut se faire justement à travers de nouveaux visages, de nouvelles expertises surtout, et une envie justement de s'impliquer et de s'engager à leur tour dans une industrie en transformation. Ma question sur la main-d'œuvre étrangère, c'était pas une question anodine, je veux dire. C'est que vous êtes sûrement au courant que la Banque mondiale, dans un rapport, avait dit que si Maurice veut atteindre un taux de croissance au-delà des 5%, on ne parle pas des 3,5, 3,6 on est en train d'aller depuis des années. Si on veut atteindre un taux de croissance au-delà des 5%, même des 6%, il y a deux choses. C'est d'avoir la main-d'œuvre étrangère, comme c'est le cas dans plusieurs pays comme le Singapour, la main-d'œuvre étrangère, et pas mal de pays, même la Chine a une main-d'œuvre étrangère cachée, on ne dit pas suffisamment, la Chine a une main-d'œuvre, c'est la Corée du Nord. Beaucoup de Coréens, ils ont beaucoup d'industries en Corée du Nord qui produisent pour quelques jours, pour la Chine, et puis même made in China. Il y a la main-d'œuvre étrangère, et que Ali Mansour, d'ailleurs, on avait fait une interview d'Ali Mansour qui était à World Bank, il faut une main-d'œuvre étrangère, et nous avons une autre main-d'œuvre qui est qualifiée, et qui est lettrée, c'est une main-d'œuvre féminine qui n'est pas exploitée en Maurice. C'est très mal exploité dans cette région d'Afrique. Presque, peut-être 20% seulement de la main-d'œuvre féminine, je dis bien, la main-d'œuvre féminine qualifiée, qui est sous-exploitée. Et c'est ce qui fait que chaque année, vous avez des chiffres qui sont assez médiocres au niveau de vos performances, au niveau de la croissance. Je ne sais pas si vous êtes C'est une question à laquelle, c'est une question à laquelle on a souvent répondu pour le pays Maurice. On reconnaît le besoin dans certains cas d'une main-d'œuvre étrangère, et on préfère ce genre d'option-là plutôt que de la délocalisation. Il est question de renforcer notre industrie locale. Si ça prend effectivement de la main-d'œuvre pour venir soutenir certaines industries, on est ouvert à ça, et en attendant qu'il y ait des foules de jeunes qui frappent à nos portes. S'il y avait une alternative, on se poserait la question, mais dans certains cas, ce n'est même pas possible. Donc, on préfère... Il y a aussi un effort de l'industrie de réfléchir sur comment valoriser ces postes techniques et comment revaloriser le poste notamment d'ouvriers. Les ouvriers vont devenir des opérateurs de tomates. Donc il y a aussi cette réflexion en interne. Comment est-ce que les remuneration orders peuvent évoluer pour reconnaître aussi l'évolution de ce marché du travail. Les jeunes aujourd'hui n'ont clairement pas envie de travailler comme ouvrier dans l'industrie. Si, non, je vais vous dire, enfin, ça dépend, c'est relatif. Si un jeune diplômé, il a un salaire intéressant, je dis bien intéressant, ça ne va dire 10 000 roupies. Un diplômé qui a un first degree et une petite voiture, je pense pas qu'il va, aujourd'hui, je pense pas qu'il va dire non. Mais s'il a fait des études tertiaires et qu'il se retrouve avec un salaire de 10 000 roupies sans voiture et prendre le bus, ben, je suis quasiment sûr qu'il ne va jamais prendre ce job. C'est juste impossible. Avant peut-être passer la parole à d'autres, je pense qu'il y a une réalité culturelle aussi. Et je crois qu'autour de la table, on est tous éventuellement des pères et des mères. Et moi, en tout cas, si je fais ma propre introspection, je suis industriel. Et je ne suis pas sûr si, jusqu'à présent, mon fils finit l'école cette année-ci, je ne suis pas sûr si je lui ai dit, mon fils, il faut que tu ailles dans l'industrie. Vous voyez, non? Et je ne crois pas que à l'île Maurice, on a peut-être tendance à penser, quand on fait des études, fais de la finance, fais de l'économie. Et nous-mêmes, en tant que parents, on a un rôle plein à jouer, et je ne suis pas certain qu'on guide nos enfants vers l'industrie. Je crois qu'on a eu des phases. Moi, quand j'ai commencé dans le textile, tout le monde allait dans le textile. C'était trendy, ça faisait bien. Et ensuite, le textile a une mauvaise connotation. Ensuite, c'était le bio. Les jeunes trouvaient que c'était bien. Donc, je crois qu'en tant que parent, je ne sais pas autour de la table, quel parent qui pousse son enfant à rentrer dans l'agriculture? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour dire qui encourage son fils à aller dans l'agriculture? Si c'est pour avoir du fric, oui. Oui, mais non, c'est une bonne question. Mais je vous promets que si votre fils fait ingénieur agricole, il a peut-être beaucoup plus de chances d'avoir un bon emploi parce qu'il y a plus de jeunes qui veulent y aller. Donc, mais et c'est pas simple.
Mais je pense qu'on a une responsabilité en tant que parents et on guide nos enfants. Peut-être qu'on peut passer la parole à d'autres. Nous avons quand même des industriels qui sont là. Ouais, ouais. Dans le concret, comment est-ce que le Made in Maurice vous a aidé dans vos opérations, à avoir peut-être une valeur ajoutée dans vos opérations? Comment est-ce que le Made in Maurice vous a aidé dans le concret? Peut-être Nicolas. Oui. Donc, de la famille, merci pour la question. C'est une bonne question. Déjà, je pense que le Made in Maurice, c'est un élément fédérateur au sein de l'entreprise, déjà, en premier lieu, et que donc il y a une notion patriotique associée à cela. Donc ça c'est sur la première valeur, je dirais. Et puis on a anciennement, disons, il y a 20 ans, 30 ans de cela, on avait tendance, je pense que je n'étais pas le seul Mauricien dans ce cas-là, mais des fois on questionnait un peu si un produit était made in Maurice ou si un produit venait de l'étranger. Il y avait un peu, à la limite, que l'étranger c'était meilleur. C'est complexe. Hein? Soyons honnêtes. C'était longtemps. Et aujourd'hui, on voit que les études nous montrent que le Made in Maurice a fait un super travail aussi, dans le sens que aujourd'hui les gens reconnaissent la qualité du Made in Maurice, du produit qui a le label Made in Maurice. Donc c'est non seulement la première valeur qui est patriotique, ça c'est évident, avec la sauvegarde de l'emploi, etc. Mais aussi aujourd'hui c'est un label de qualité. Et moi, je suis toujours en admiration devant la réussite du Made in Maurice, devant ceux qui ont contribué à ça, Chérine, Catherine, etc. Et parce que c'est une marque qui date de 3 ans, 2 ans, 4 ans. Et en 4 ans, avec très peu de moyens, elle a atteint 95% de notoriété. Donc, pour moi, c'est vraiment... Je ne connais pas de meilleure réussite en termes de marque, de brand awareness, de advertising que le Made in Maurice. Donc, voilà, donc quand on est fabricant de produits à l'île Maurice, pour finir de répondre à votre question, on est aussi très fiers de pouvoir mettre le logo Made in Maurice dessus. Mais maintenant, si vous me dites votre chiffre d'affaires augmenté par quel pourcentage, ça c'est possible de répondre. Mais c'est c'est une bonne vague qu'il nous faut surfer. C'est dommage de la rater. Mesdames. Vous avez parlé tout à l'heure il faut redorer le blason de l'industrie. Donc, est-ce qu'il y a un désintéressement d'acheter mauricien ou d'autres raisons qui... Non, au contraire, je séparais industrie et votre question, peut-être, si je comprends bien, d'abord, merci pour la question, je continue la ronde. L'industrie, telle qu'on la décrivait tout à l'heure, on est en transformation justement parce qu'on est conscient qu'il y a une croisée des chemins et que plusieurs enjeux se présentent devant nous, de nouveaux emplois, la technologie, la connectivité, l'efficacité énergétique, sont différents thèmes qui sont appelés à changer nos modes de fonctionnement. Et important donc qu'on tackle tout ça, qu'on traite tous ces sujets-là ensemble. Pour ce qui est de l'achat local, au contraire, je dirais que le Made in Maurice a, j'ose y croire, lancé une vague. Je reprends ton point. On a été les premiers déjà à faire voter pour un logo par rapport aux Mauriciens. On leur a demandé leur avis, donc on leur a donné le choix entre 3 logos. L'idée derrière étant justement qu'ils s'approprient ce label-là et que ce label-là devienne le reflet de nous tous ensemble Mauriciens, d'où notre slogan, c'était produit Made in Maurice et n'a rien là-dedans.
Et je dirais qu'on a été les premiers à utiliser même le mot Maurice en créole. Depuis, vous avez vu dans les médias dans différents sujets, qu'il s'agisse de pièces de théâtre, de taglines, etc. Tout le monde utilise maintenant communément le mot Maurice, donc tant mieux. Je pense qu'on a donné un souffle nouveau justement à cette identité qu'on a voulu rassembler autour du label. Et au-delà il y a aussi la tendance tout court, qu'elle soit à Maurice ou à l'étranger, il y a cet achat local qui est en vogue maintenant, une reprise de conscience, d'achat de choses qui sont faites juste à côté de chez nous, avec une chaîne alimentaire beaucoup plus courte, plutôt qu'un produit qui a fait 6 mois dans un container. Donc pour nous, cette tendance, on va dire, qui est déjà bien à la mode à l'étranger, aide aussi par rapport au Made in Maurice sur tout ce qui est question de fraîcheur, qualité, traçabilité. Ce sont des points et des piliers sur lesquels on a beaucoup travaillé depuis le lancement de la marque. Et c'est ce qui fait aussi, au-delà de la qualité, la force du Made in Maurice, de pouvoir attester donc, de toute cette fraîcheur, traçabilité, qualité du produit. Donc non, je dirais que l'acte d'achat local, au contraire, les gens en sont beaucoup plus conscients maintenant. Et ce n'est pas juste au-delà du label, on a voulu sensibiliser sur pourquoi acheter local. C'est pas juste pour faire joli et pour être patriote le temps d'un achat de 5 secondes. C'est vous protéger ou en tout cas vous encourager, donc comme on a dit, des emplois, des savoir-faire, des métiers, du développement de produits et des marques locales qui font partie de notre patrimoine industriels, qui font partie de notre patrimoine culturel, des marques comme Apollo, des marques comme je ne suis pas censée de dire de mots, mais de marques, mais bon, il y aura un bug comme dans un blooper. Il y a des marques emblématiques qui font partie de notre culture, où les étrangers, des Mauriciens qui vivent à l'étranger ou des étudiants qui partent en voyage s'assurent de remplir leur valise de XXX produits parce que ça leur manque arriver de l'autre côté. Donc ça, on a tendance à ne pas le voir. Pardon. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à le débat qu'on avait eu un peu, enfin la discussion plutôt sur les jeunes. Un jeune, il faut avoir un boulot intéressant, il faut qu'il ait une voiture, et puis tu as le salaire parce qu'il a fait un master, etc. Vous avez cité des exemples, c'est super parce que quand on a des exemples, c'est vraiment du concret, on a quelque chose qu'on peut raconter, qu'on peut s'approcher. Moi, je vais vous donner des exemples en retour. Donc, depuis 1992, j'ai fait des études à l'étranger, etc., comme la plupart des gens. Et puis, je suis retourné, j'ai commencé à travailler dans l'industrie agroalimentaire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bon, j'ai travaillé dans plusieurs usines, enfin beaucoup, il y a quelques-uns en tous les cas que je croise avec beaucoup de plaisir parce que c'est des jeunes que j'avais recrutés à l'époque. Ils avaient soit le senior, à peine le senior, et aujourd'hui ils ont des postes de managers, et c'est des gens qui ont commencé, comme on dit, au bas de l'échelle, mais qui avaient la volonté d'avancer, d'aller de l'avant, et aujourd'hui ils ont réussi. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, et ça je trouve que c'est un gros avantage de l'industrie, contrairement à d'autres secteurs où il faut être... je ne suis pas financière, mais si c'est lui qui est là, on a de la finance, n'est-ce pas? On a besoin de la finance. Mais s'il faut travailler dans le secteur financier, j'imagine il faut être chartered accountant, ou je ne sais pas quoi, s'il a une firme légale, il faut être avocat, etc. Je trouve que l'industrie, au contraire, offre toujours la possibilité à des jeunes qui, pour différentes raisons familiales, culturelles, peu importe leur parcours, qui n'ont pas forcément une éducation classique, standard, mais qui ont la volonté de réussir, qui n'ont pas peur du travail dur, etc. Et puis qui finalement découvrent une passion, un goût pour l'industrie, et ils réussissent. Donc ça, je trouve que c'est important de souligner. Deuxièmement, ne pas oublier l'effet multiplicateur de l'industrie sur l'emploi. On n'a pas parlé de ça, mais ça aussi c'est extrêmement important. Vous allez dans n'importe quelle usine à Maurice, vous aurez le nombre de boulots qui gravitent autour de cette entreprise-là, c'est impressionnant.
celui qui me vient tout de suite à l'esprit, et puis anecdotique peut-être, c'est qu'il y aura le marchand de la pourrie qui va être à côté, avec les employés en train de faire la queue pour avoir les nappes. Il y a les camionneurs pour amener les emballages, livrer les produits finis, enfin pour toute la logistique, etc., etc., etc. Gros effet multiplicateur sur l'économie qu'on n'a pas avec une activité uniquement de commerce ou de service. Donc ça aussi, je trouve que c'est très important de mentionner ça. Voilà. Peut-être une dernière question. Après, on a un finger lunch qui nous attend. Enfin, une dernière question, ça concerne. Est-ce que vous êtes pour un levy, une taxe sur les produits qui sont des concurrents directs au Made in Maurice? Je vous dis pourquoi je pose cette question. Il y a des produits que nous importons, par exemple du Brésil. Le Brésil, on vend des saucisses à base de soja. Vous avez bon. Des saucisses à base de soja. Et c'est 99% du soja et 1% de poulet, hein, quand vous regardez le sachet. Ça se vend, je crois, 19 roupies. Et c'est un concurrent direct à l'industrie locale qui produit des saucisses, hein, je veux dire par ça, des saucisses de poulet. Et il se trouve que le produit brésilien est un produit qui a des subsides. C'est un produit qui a des subsides. Et nous n'avons pas de subsides. Le poulet n'a pas de subsides. Bon, il y a d'autres trucs indirects, il y a des taxes qu'on enlève, etc., sur certains intrants, etc. Est-ce que, dans cette logique, vous en avez aussi des biscuits qui sont fabriqués dans les pays de l'Est, ce qu'on appelle du bas de gamme, en Pologne, etc., et qui passent par la France. Ce sont des produits hard discount, qu'on appelle dans le jargon, avec des colorants peut-être pas trop tolérés en Europe, mais qui sont du dumping, je veux dire. Est-ce que vous êtes, avec ce genre de pratique qui tue l'industrie locale, est-ce que vous êtes pour une espèce de lévi, enfin je vais dire lévi, mais peut-être une forme de contrôle, je ne sais pas, sur ces produits? Ça, ce sont des produits qui sont des concurrents directs de l'industrie. Peut-être que dessus, plutôt que de définir, comme vous l'avez dit vous-même dans votre question, est-ce que ça doit être un défi ou autre chose? Au niveau de la philosophie, on pense que l'humoriste doit rester ouvert, mais qu'il y a lieu maintenant d'atténuer un peu cette ouverture et de se poser des bonnes questions et de se dire, quand il n'y a pas du level au playing field, est-ce qu'il y a lieu d'avoir un mécanisme qui fait que, justement, comme vous dites, on est en train de tuer l'industrie au détriment du dumping, etc. Il y a beaucoup de dumping. On pense sincèrement qu'il y a lieu d'avoir une réflexion dessus et du reste, dans nos propositions budgétaires, l'éducation est invitée par les Premier ministre pour présenter nos points, et c'est un des points majeurs qui est ressorti. On se dit, ok, on est petit, on n'a pas besoin d'être le pays le plus ouvert du monde, let's think about revoir cet item-là. Donc, je pense que c'est un bon point. On est frappé par la symétrie de notre situation. Quand vous parliez des PME italiennes, les PME italiennes, la définition d'une PME italienne n'a rien à voir avec notre définition. 50 millions de roupies, c'est combien à l'échelle d'un euro, enfin d'un euro en dollars? C'est rien du tout. On est un petit pays. On n'hésite pas à négocier avec l'Inde ou la Chine comme partenaire commercial, en oubliant toujours notre asymétrie. Toujours. Et effectivement, prendre une décision de remettre des lévies est extrêmement impopulaire. Extrêmement impopulaire. Donc, pour y arriver, pour nous, on pense qu'il faut resituer ça vraiment dans un projet de société. Ça doit être une décision politique très forte. C'est quelqu'un qui doit mettre sur la table, au moment des élections, voilà mon projet de société, et ça en fait partie. Ne pas avoir peur de dire protéger la production locale. Et ce n'est pas, je ne pense pas que ça puisse nous faire passer pour des horribles protectionnistes, puisqu'on a 95% de droits de douane qui sont à zéro.
Hein, et quand on a fait un travail de protection de quelques produits sensibles, on est peut-être à 53 positions ou 60 par rapport à 10 000 positions douanières. Donc c'est une décision qui est symboliquement impopulaire parce qu'on dit on va augmenter les produits locaux si on met des droits de douane, donc c'est le consommateur qui va payer de sa poche. Non, non. L'industriel, il a tout intérêt. S'il y a une barrière, c'est lui de continuer à faire des efforts et des promos pour prendre le marché. Et donc, bon, c'est pour moi, on y arrivera, j'espère, peut-être à travers un projet de société, et puis se poser aussi la question de, on ne veut pas être un pays poubelle, on veut être un pays plus vertueux en matière écologique, et comment éventuellement créer peut-être des taxes à l'entrée qui finalement taxent le carbone qu'on dépense pour le faire arriver. Peut-être une loi anti-dumping. On considère la loi anti-dumping. Là, on entre dans un cadre qui est des marchés régionaux. Ouais. Maintenant, on a des obligations qui compliquent un petit peu la tâche, sauf à se retirer tout ça. On n'est pas partant. Et pour compléter ce que disait Catherine, pour compléter ce que disait Catherine dans nos propositions budgétaires cette année, ce qu'on avait ajouté, c'était par rapport à cette question des duties, de dire qu'on était plutôt à vouloir cibler sur un temps donné peut-être 6-7 sous-secteurs industriels qui seraient les clusters de demain, et sur un temps donné leur permettre, en imposant des barrières tarifaires, de créer cette transformation dans l'industrie et de fonctionner en écosystème avec une sous-traitance locale. Donc c'est, en tout cas pendant un an, on va réaliser des études. On est déjà en train de discuter avec des cabinets d'études qui collectivement vont nous faire une proposition pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'impact social et économique de l'industrie, ce qui aujourd'hui est encore flou dans l'esprit de beaucoup. Et au moins pour arriver avec des chiffres et des perspectives de développement, dire ben voilà, clairement, voilà nos perspectives réalistes dans la région, et voilà ce que, sur le plan domestique, on devrait peut-être mettre en œuvre en termes d'environnement fiscal et légal pour les marins. Il y a d'autres produits qui souffrent de pratiques unfairness, et on doit faire beaucoup de circonvolutions diplomatiques, nous, parce qu'on est les bons élèves de l'ouverture et on veut être irréprochable et on tient les engagements. Et on a en face de nous des États voyous. Certains États sont des voyous. Je suis désolée. Donc c'est délicat, il faut être malin. Et même se transformer en être maligne. Ok, merci à tous. Merci. On vous propose un... On va... You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?